18 octobre 2015, c'est enfin le départ de notre trip en Afrique australe. Premier pays visité, l'Angola. Nos amis sont venus nous dire au revoir et nous souhaiter bon vent. Nous quittons Kinshasa vers 12h en direction de Louvo, le poste frontière entre la RDC et l'Angola. Nous passons une dernière nuit en RDC car il est préférable de passer le poste frontière le matin. 19 octobre. Le passage des frontières s'est passé sans problème, d'un côté comme de l'autre. Nous traversons le No Man's Land entre les deux postes douaniers où se tient un grand marché et c'est chacun son tour. Un samedi c'est la RDC et l'autre samedi c'est l'Angola. L'Angola est bordée au nord par la République démocratique du Congo, au sud par la Namibie, à l'est par la Zambie et à l'ouest par l'océan Atlantique. Il s'étend sur 1 246 000 km² et compte environ 32 millions d'habitants en 2020. L'indépendance de ce pays a été proclamée en 1975 sous le nom de République populaire marxiste-léniniste d'Angola, à parti unique et soutenu par l'Union soviétique et Cuba. Ce pays, dévasté par 27 années de guerre civile de 1975 à 2002 avec quelques fragiles périodes de paix, possède de vastes réserves minérales et pétrolières, ce qui lui confère une excellente économie. Cette croissance économique est malheureusement très inégale et le niveau de vie reste bas dans la majorité de la population. Nous arrivons à Ambrise, une petite ville côtière, et campons au bord de l'océan sur une plage complètement sauvage et déserte. Un vrai paradis. Cela fera 4 jours que nous sommes dans ce pays, et déjà nous sommes sous le charme, avec ces beaux paysages variés, mais surtout grâce à l'accueil bienveillant des Angolais, leur gentillesse et leur discrétion. Nous quittons la côte maintenant et cap à l'est. Nous allons maintenant vers les chutes de Kalandula, à l'est de la capitale Luanda. Ces chutes sont sur le fleuve Lukala, font environ 105 mètres de hauteur et 400 mètres de largeur, 500 mètres pendant la saison des pluies. Ces chutes impressionnantes en forme de fer à cheval seraient les deuxièmes plus puissantes d'Afrique après les chutes Victoria, qui font 108 mètres au point le plus haut. En ce mois d'octobre, le débit n'était pas au maximum, ce qui nous a permis de descendre au pied des chutes. Et nous terminons la journée en camping sauvage juste à côté.
loin des chutes, il y a Pedras Negras, ou les roches noires. Mais avant de continuer la visite, petit arrêt. Et voilà, quelques minutes et coup de manivelle plus tard, nous repartons. Pedras Negras, située à environ 400 km de la capitale Luanda, est une série de formations rocheuses mystérieuses. Les majestueuses et monumentales pierres noires ne laissent aucun visiteur indifférent. Elles mesurent entre 70 et 200 mètres de haut dans un paysage naturel et absolument spectaculaire. Ces géants monolithes restent encore à ce jour une énigme. Cette formation rocheuse daterait de plusieurs millions d'années et est associée à une légende tribale. Mythes et traditions ajoutent cette touche d'irréel, de mystère et d'extraordinaire. La seule évocation du nom de la reine Nzinga suscite ici l'émotion. Grande combattante contre les Portugais, cette reine régna dans les années 1600. Elle fascine encore les Angolais, autant par son intelligence et son courage que par sa cruauté, ses crimes terrifiants et sa réputation sulfureuse. Autour de ces rochers auraient vécu et combattu cette reine et sa fille. La tradition dit que ces rois mythiques ont laissé leurs empreintes marquées sur les rochers et que ces marques ont des pouvoirs surnaturels. La reine habite donc encore ces monolithes exceptionnels, en forme incroyable et dominante de toute leur hauteur, la savane aux alentours. Un belvédère se dresse au sommet. Excellent endroit pour observer une partie de la vaste formation rocheuse. Quelques maisons sont dissimulées à l'ombre de ce belvédère où, en 1671, les Portugais construisirent une forteresse-prison, centre de commandement pour la conquête de cette région intérieure. Nous quittons Pedras Negras et cap à l'ouest à la recherche d'un site pour camper. Et c'est après quelques kilomètres de route et de piste que nous découvrons alors une magnifique rivière, la rivière Cuenza, dans la région de Dondo. Et comme prévu, nous ne sommes pas arrivés à Lobito le soir. Nous nous sommes arrêtés quelques kilomètres avant Kibala. Et ce soir, Yannick décide de réparer la chambre à air crevée lors de notre passage à Pedras Negras. Ce qui est très intéressant dans cette initiative, qui entre nous pouvait être faite par un quado très nombreux ici comme en RDC, c'est que le temps s'y prête parfaitement. Je dis ce que tu dis, que l'orage peut passer à côté. Ouais, mais là, on m'étonnerait quand même, hein.
L'orage va passer, l'orage va passer. Eh bien non, l'orage n'a pas fait que passer. Il est bel et bien tombé et nous avons dû nous réfugier rapidement dans la Jeep. Plusieurs minutes plus tard, le confinement est terminé. Ah oui, nous sommes en avril 2020 lorsque je fais ce montage, donc c'est un petit clin d'œil. Yannick poursuit la réparation. C'est long, mais il réussit. Et sa conclusion, je sais maintenant que je peux le faire, mais bon, la prochaine fois, on prendra un quado. Oh, on entend des éclairs. Lendemain matin, le soleil est là et nous reprenons la route, toujours en direction de Lobito. Nous faisons un petit détour dans la ville de Kibala, où les vestiges de la guerre sont toujours présents. Cette ville est dominée par une forteresse qui a été édifiée sur un énorme bloc de granit et a servi de caserne militaire jusqu'à la fin de la guerre dite d'outre-mer de 61 à 1974. Et nous arrivons maintenant à Lobito. Eh bien non, nous stoppons à Sumbe, un site magnifique. Et comme très souvent depuis notre arrivée en Angola, l'endroit est totalement désert. Bonjour. Voilà, il est 6h du mat. On vient de se réveiller. Je vous fais un petit panorama de l'endroit où on a dormi. Alors on est où? Et voilà, on arrive. On est là-bas. Bon comme d'habitude, vous voyez, il n'y a pas grand monde. On est vraiment tout seul. Bon, maintenant, moi je vais déjeuner. Je vais voir si le patron il a préparé le petit déjeuner. Ouais, ça pas. Ah si, il est dans la cuisine. À tout à l'heure. Bon, ça y est, cette fois nous sommes à Lobito. Nous y arrivons en début d'après-midi. Plage, restaurant, villa cossue, c'est une très jolie petite ville portuaire, mais nous sommes dimanche et il y a beaucoup de monde. Nous reprenons donc la route et cap à l'est vers Alto Guama. Le paysage est splendide, nous adorons. Mais bientôt, c'est une sacrée galère qui nous attend. Et c'est sous la pluie que nous constatons le problème. Le pare-brise bouge et je commence à avoir les pieds mouillés. Nous stoppons alors dans un champ et nous campons. Bon, hier, c'était vraiment la galère. Il pleuvait. On a réussi à manger quand même. Et puis ce matin, le soleil a l'air d'être revenu. Enfin. On va aller vers Umbo pour chercher du silicone pour recoller le pare-brise. Voilà. Donc on a mis les bottes. On a mis les bottes parce que c'est la gadoue. Là, donc on prépare le petit déjeuner. Là, il est plutôt dans les poubelles. Oui, il y a une petite cigarette dedans. Et puis là, c'est la cuisine. L'eau est en train de chauffer pour le café. Et voilà. Et on va faire le jus d'orange.
silicone acheté, en route pour la réparation. Nous trouvons un champ à proximité de la piste et nous y installons le campement. L'opération est vraiment délicate car pas si simple de déposer un pare-brise en pleine brousse sans le casser complètement. Certains matériaux pas du tout prévus à cet effet sont toutefois mis en service. Je parle de mes ustensiles de cuisine. Mais c'est au moment d'appliquer le silicone que Yannick s'aperçoit qu'il est de très mauvaise qualité. Et pire encore, lorsqu'il veut utiliser en premier celui qu'il avait en réserve, il se rend compte qu'il l'a oublié sur le comptoir dans le magasin à Umbo en le présentant comme modèle. Le pare-brise est malgré tout posé, mais maintenant il faut le protéger car l'orage menace une fois de plus. Le lendemain, c'est grand ménage, lissage du silicone et une nuit supplémentaire pour laisser le produit sécher. Sec ou pas, le lendemain, nous reprenons la route. Et c'est après 2 ou 3 km de piste que le pare-brise recommence à bouger. Il sera recollé en Namibie définitivement avec un bon produit. En attendant, ça tient comme ça peut, mais ça tient un petit peu, et c'est bien ça le principal. Pare-brise bien collé ou pas, cela ne nous empêche pas de jouer les Saint-Bernard de la brousse. Et Yannick excelle dans ce domaine. Une fois le sauvetage terminé, nous nous dirigeons à présent au sud vers Lubango et la route Sierra Leba qui relie Lubango et Namib au bord de l'océan. Alors la route après elle va dans la vallée là-bas. Construite dans les années 70, elle est considérée comme une merveille d'ingénierie pour l'époque. Elle descend d'un plateau de 1845 mètres jusqu'au niveau de la mer. Entièrement asphaltée, elle possède 56 courbes et 7 virages en épingle à cheveux, offrant une vue vertigineuse. Bon alors bien sûr, pas de place à l'erreur, surtout si vous croisez un camion. En descendant, on remarque des fresques peintes sur les murs au pied de la route. Et ce sont des peintres locaux qui le font. Et c'est pour la fête de l'indépendance. Dans quelques jours, cela fera 40 ans que l'Angola est indépendant. Démarrant en haut par une végétation luxuriante et montagneuse, la Sierra Leba traverse une zone désertique et se termine à Namib, au bord de l'océan. La ville de Namib, qui a été rebaptisée en juin 2016 et s'appelle désormais Mossamedes, et comme Lobito, c'est une jolie petite ville côtière. Mais encore une fois, il y a beaucoup trop de monde pour nous. Nous quittons alors ce bord de mer par le centre-ville pour aller vers une plage plus calme. Ici aussi, les hôtels chinois poussent comme des champignons. Sinon, le centre est plutôt agréable.
Ah, voilà enfin une belle plage à l'horizon. Mais là... Et voilà le travail. Ensablé comme il faut, rien à dire. C'est bien enfoncé. C'est bien enfoncé. Bon alors, pas de panique, mais nous sommes quand même très près de l'eau et la mer monte. Là c'est bien enfoncé. Et ici, comme en RDC, il y a des spectateurs. Mais pas une personne ne nous a demandé si nous avions besoin d'aide, même lorsque j'ai pris l'appel. Ils nous ont regardés, ils nous ont pris en photo, ils nous ont filmés et c'est tout. J'en ai même vu un qui rigolait. Allez. C'est bon, vas-y, c'est bon. Nous voilà sortis d'affaire. Mais ça n'est pas terminé. Il faut encore creuser pour récupérer les plaques. Une fois les belles plaques récupérées, nous cherchons un endroit pour camper. Assez tranquille de préférence. Comme d'hab quoi. Trouvé. Et là, on n'est pas gêné par les voisins. De plus, le lendemain, on a vu qu'on était vraiment très bien gardés. Nous reprenons la direction de Lubango par la même route en appréciant encore plus ce paysage désertique de la province de Namibe. Avec aussi de surprenantes apparitions. Comme ici, une gare flambant neuve au milieu de nulle part, entourée d'un troupeau de moutons. C'est aussi un joli village qui nous permet de faire le plein d'eau. Et c'est le retour à Lubango, avec sa vue, ses lacets, vraiment un paysage inoubliable. Nous continuons ensuite pour aller voir un autre site non loin de là, qui est très réputé en Angola. C'est à quelques kilomètres à l'ouest de Lubango que nous empruntons une route pavée. Travail remarquable qui fait penser à une voie romaine, pour nous rendre sur le site de la faille de Tundavala. C'est un précipice de 1200 mètres qui offre un panorama époustouflant. Le site a d'ailleurs été classé en 2012. Et c'est en cherchant un petit coin pour camper que les vaches m'ont attaqué. Oui, j'ai peur des vaches. Et j'ai dû me réfugier en 2 coups, 3 mouvements dans la Jeep. Bon, elles avaient soif les pauvres. Et comme nous revenions de la plage, nous avions du sel sur la carrosserie. Elle donne des coups de corne dans la bagnole. Oh purée. Et ça va bouffer les sponsors. Salut les vaches. C'est ça, ouais. Quoi, c'était pour savoir si t'étais un bon gardien de vache. Après quelques minutes et quelques coups de corne dans la Jeep, nous partons à la recherche d'un autre endroit pour camper. Notre voyage se termine
Et nous nous promettons une chose, nous reviendrons, car ce pays est beau, sauvage, et les Angolais sont discrets et accueillants. C'est donc cap au sud, direction le poste frontière avec la Namibie. Yannick en profite pour se dégourdir un peu les jambes pendant quelques kilomètres, toujours sous le regard de mes copines. Je rajoute quelques photos parce qu'en fait, j'ai pas envie de partir. Ah oui, si, quand même, une chose. On a crevé. Mais cette fois, on a pris un quado. Évidemment, ça, rien à voir avec notre crevaison. Il faut dire que les Angolais conduisent quand même assez vite. Il y a beaucoup de radars sur les routes d'ailleurs. Et voilà, c'est fini. Nous arrivons à la frontière avec la Namibie. Mais non, c'est pas terminé. Regardez, ça c'est l'itinéraire du prochain voyage. Ben oui, on n'a pas tout vu quand même, hein, donc on va y retourner. Surtout dans le sud, toute la région de Namibe et le désert, à la frontière de la Namibie.